Eh ben, bonjour à tous. On va commencer la présentation. Donc, je suis Fanny Perrier de l'Agence locale de l'énergie et du climat et je suis accompagnée par Édouard du Crédit Agricole 35 qui se présentera un peu plus tard. Donc, on va commencer effectivement par présenter nos structures, ce qu'on fait. Quelques éléments de contexte sur la transition énergétique et surtout vous présenter des outils et les points de vigilance à avoir en tête pour un entrepreneur. Donc je commence par présenter ce qu'est l'ALEC, donc l'Agence locale de l'énergie et du climat. C'est une association, loi 1901, qui est située à Rennes et dont le périmètre d'action, c'est le Pays de Rennes, donc très restreint. Je vous parlerai des homologues sur le reste du territoire breton et français même. Et donc c'est les 4 PCI qui composent le Pays de Rennes, à savoir Rennes Métropole, Liffré-Cormier Communauté, Vally-l'Aubigné et Pays de Château-Giron. Notre raison d'être, c'est agir ensemble pour mieux vivre aujourd'hui et demain, donc sur les thématiques énergie et climat. Donc on va retrouver des missions d'accompagnement et beaucoup de conseils autour de ce qui concerne les énergies renouvelables, la maîtrise de l'énergie et de l'eau, la rénovation énergétique des bâtiments publics, de l'habitat privé, des entreprises aussi, des bâtiments d'activité. On travaille aussi sur l'adaptation au changement climatique, qui est un autre volet de la transition, et aussi sur tout ce qui est mobilité durable. Donc on est 30 salariés aujourd'hui, situés à côté du métro Clémenceau à Rennes. Je ne détaille pas plus l'organisation interne, ça vous intéresse pas plus que ça. Et donc moi je suis chargée de mission entreprise, donc je suis la porte d'entrée pour les entreprises, entrepreneurs, associations, etc. Qui souhaitent faire appel à nous. Et donc c'est ce que je disais, donc là vous avez la carte des agences locales de l'énergie et du climat, qui sont toutes des associations financées essentiellement par les collectivités. Donc en Bretagne, il y a 8 agences là que vous voyez en couleur, et il y a aussi un réseau Brésalec qui fédère ces agences et qui permet aussi d'intervenir en dehors des territoires couverts par une agence en couleur. Et vous voyez sur la droite le réseau Flamme, qui lui est le réseau national des agences de l'énergie et du climat. Donc en France, il y en a une quarantaine avec des territoires, il y en a qui sont à l'échelle départementale, donc ça varie un peu d'un territoire à l'autre. Et donc je passe la parole à Édouard. Bonjour à tous, donc Édouard Lavaux, moi je représente le Crédit Agricole Ille-et-Vilaine. Donc le Crédit Agricole Ille-et-Vilaine, c'est une banque mutualiste qui est présente aujourd'hui sur le département d'Ille-et-Vilaine, donc vous pouvez avoir d'autres déclinaisons dans d'autres départements ou dans d'autres régions. Aujourd'hui, le Crédit Agricole au niveau national s'est donné pour ambition d'accompagner 100% de ses clients dans leur transition énergétique. Et donc effectivement, alors on le fait à la base en prêtant, c'est notre rôle aujourd'hui de banquier de prêteur, et on le fait aussi en accompagnant nos clients à la fois dans leur réflexion, à la fois dans comment est-ce qu'on peut mesurer leur projet de transition énergétique. Donc c'est ce qu'on va voir tout à l'heure aussi, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot transition énergétique. Et voilà, donc ça a été une ambition du Crédit Agricole d'aider les clients en amont que juste leur prêter de l'argent. Et donc aujourd'hui, on est 2 chargés d'affaires, transition énergétique, pour accompagner les entreprises, les professionnels, les associations, les agriculteurs sur toute leur transition au sens large. Et donc c'est des métiers que vous pouvez retrouver dans d'autres départements si vous n'êtes pas forcément de l'Ille-et-Vilaine, parce qu'il y a eu des déclinaisons au niveau national. Donc on est une 60aine de chargés d'affaires transition énergétique à rayonner sur la France. Et donc j'enchaîne sur quelques éléments de contexte à avoir en tête et surtout peut-être de motivation pour s'engager dans la transition. Donc un élément, ça peut être de contribuer aux objectifs de développement durable, alors soit de l'entreprise, mais ça peut être aussi aux objectifs locaux, territoriaux, nationaux évidemment, ou voire même mondiaux. Réduire aussi son impact carbone, donc décarboner son activité, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler, qui devient aussi une obligation, il y a des réglementations derrière. Donc réduire ses factures, c'est aussi un levier en général quand on travaille sur la transition énergétique, ça permet aussi de faire des économies financières et de maîtriser donc, son approvisionnement, donc de travailler sur l'indépendance énergétique pour éviter d'être trop touché, on va dire, quand il y a des crises comme on a vu en 2022, avec des fluctuations énormes du coût de l'énergie, une augmentation importante. Un dernier levier, c'est plutôt le levier répondre aux obligations réglementaires que peuvent être le décret tertiaire ou d'autres. Je vais les détailler tout de suite.
Donc le décret tertiaire, c'est une loi qui oblige les bâtiments tertiaires de plus de 1000 m², alors à l'échelle du bâtiment ou de l'unité foncière. Donc ça veut dire que ça peut être plusieurs bâtiments qui sont pas chacun de plus de 1000 m², mais que la somme des 3 ou 4, ou peu importe, fait plus de 1000 m². Et donc il y a une obligation d'une part de déclarer ses consommations sur le site Opérat, qui est piloté par l'ADEME, et il y a surtout des obligations de résultats avec la diminution des consommations échelonnées, donc moins 40% à l'horizon 2030, donc c'est quand même dans vraiment pas longtemps, donc, et moins 40% c'est déjà assez ambitieux. Moins 50% en 2040 et puis moins 60% en 2050. Donc ça, c'est une réglementation qui est fortement impactante et que vous soyez même locataire, votre propriétaire va au moins vous demander le reporting des consommations pour lui pouvoir répondre à ces exigences. Donc je ne vais pas toutes les détailler, mais un autre décret qui peut être impactant, c'est le décret BACS, qui en fait oblige à s'occuper d'un système de pilotage des consommations d'énergie en fonction de la puissance de chauffage et de climatisation des bâtiments. Donc c'est pour des puissances, pour le neuf, comprises entre 70 kW et 290. Pour l'existant, c'est au-dessus de 290 kW. Donc tout le monde n'est pas concerné, c'est des bâtiments de taille assez importante, mais qui vont arriver assez rapidement aussi. Sur le coût de l'énergie, donc j'en parlais en introduction, là c'est un petit graphique. Alors c'est l'Argus de l'énergie pour les particuliers en Bretagne, mais en fait il y a beaucoup de petites entreprises qui ont les mêmes tarifs à peu près. Et donc vous voyez là, c'est l'évolution de 2008 à 2024 avec, on voit pas très bien le jaune sur le graphique, mais en gros il y a un énorme pic en 2022 sur le coût de l'électricité notamment. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que quel que soit le type d'énergie, parce que là vous avez le gaz en vert, gaz marché en vert, gaz réglementé en bleu, le fuel domestique en violet, le propane en rose, l'électricité de marché donc en jaune clair et l'électricité réglementée en orange clair. Après vous avez le bois granulé en orange foncé et bois granulé en sac en pourpre. Donc le bois granulé, c'est ce qui est en dessous, c'est les deux courbes en dessous, donc l'énergie de la moins chère aujourd'hui. Mais on remarque quand même qu'on a une courbe qui est croissante, quel que soit le type d'énergie. Et à droite, vous avez le coût par kilowattheure en fonction des types d'énergie. Donc en jaune plus foncé, c'est l'électricité réglementée qui est la plus chère. Et puis en bleu, là, c'est le bois bûche. Après le bois bûche pour l'entreprise c'est un peu plus compliqué. Ça peut exister sur des poêles, mais c'est pas ce qu'on retrouve le plus. Donc là c'était pour montrer le contexte d'évolution du prix de l'énergie qui est quand même plutôt en augmentation. Autre information aussi, c'est qu'à l'échelle européenne on est quand même soumis à des marchés européens avec déjà une possibilité, du coup comme on est sur du marché, il y a de la spéculation qui peut aussi expliquer les augmentations des coûts de l'énergie. Ce qui est intéressant de voir aussi sur le graphique, là, c'est que vous avez donc en rouge, c'est la courbe du prix de l'électricité en France. Et donc on voit qu'à l'échelle Union européenne, parce qu'en bleu foncé, c'est la moyenne européenne, et puis en jaune, l'Allemagne, en vert, l'Italie, la France est en dessous de tous les prix. Et donc ce qui veut aussi dire qu'on va certainement devoir augmenter notre prix pour respecter aussi les lois du marché. Donc il faut effectivement anticiper ces questions-là et se dire que non, l'énergie, le coût a redescendu là, récemment, mais globalement, il va plutôt vers une augmentation et donc c'est important de s'y intéresser même au lancement de son activité. Dernière diapo sur le coût, c'était aussi dire que il y a eu des aides d'État mises en place là, lors de la crise en 2022, notamment le bouclier tarifaire, qui va toucher à sa fin en février 2025. Et donc, le bouclier, en fait, en gros, c'est l'État a pris à sa charge les taxes, une partie des taxes sur l'électricité, qui sont passées à 1 euro au lieu de 32 € avant la crise, et donc qui progressivement réaugmentent jusqu'à 32 € par mégawattheure. Donc qui vont engendrer des coûts et des augmentations sur le prix du kilowattheure électrique. On a eu une première augmentation en février cette année, une deuxième en 2025. Également la fin des tarifs réglementés pour les compteurs inférieurs à 36 kVA et qui vont, pour le coup, pour les toutes petites entreprises, s'ouvrir en 2025. Donc ça veut dire qu'il y aura plus de monde qui pourront bénéficier d'un contrat réglementé, sachant que ce n'est pas forcément les moins chers.
Et je m'arrête là sur le prix de l'énergie. Un petit topo sur aussi un peu une proposition de méthode, en tout cas de vision de comment s'engager dans la transition. Qu'est-ce que c'est que la transition? Avec les 3 piliers de l'association Négawatt. C'est un des premiers à avoir fait des scénarios de transition il y a plus de 20 ans maintenant. Et donc les 3 piliers, le premier pilier c'est la sobriété, donc c'est réduire au strict minimum, enfin au besoin, au juste besoin. Donc là on travaille sur le besoin. Deuxième chose, c'est travailler sur l'efficacité. Donc, alors, le besoin, classiquement, c'est au lieu de chauffer à 25, je chauffe à 19. On reste sur quelque chose de... on diminue le besoin. Quand on travaille sur l'efficacité, on passe d'une chaudière basse consommation à une chaudière à condensation, par exemple. Donc là, via la technique, on va augmenter les rendements, etc. On va produire mieux, donc consommer moins. Et pour ce qui reste... qu'on ne peut pas limiter en consommation d'énergie, on va essayer de le couvrir au maximum par les énergies renouvelables. Donc ça, c'est la méthode. Et donc, là, maintenant, je vais vous présenter quelques outils que l'on met en place au niveau de l'ALEC, qui sont aussi des outils potentiellement développés par l'ADEME, notamment, j'y reviens. On a en gros deux volets de propositions. On a tout ce qui concerne la sensibilisation et la mobilisation des salariés. C'est un levier aussi pour rentrer dans la transition et pour aller plus loin. Et deuxième chose, qu'on appelle l'accompagnement individuel, où là on va retrouver 3 sujets. La partie prédiagnostic, visite énergie. Donc là c'est du conseil à l'entrepreneur ou à l'entreprise où on peut se déplacer, faire une visite des locaux pour pouvoir identifier toutes les pistes d'action à mettre en place. C'est pas forcément des actions qui coûtent cher avec un investissement derrière. Il y a aussi des choses qui vont de l'ordre de la régulation, des éco-gestes, etc. Et les 2 autres sujets, ça concerne le déploiement des énergies renouvelables. On est en mesure de vous accompagner sur une note d'opportunité photovoltaïque, donc vous conseillez vers quel type de projet, de technologie aller. Et également l'accompagnement sur la chaleur renouvelable que je vais développer un peu plus. Là, c'est des financements de l'ADEME derrière et on va pouvoir vous accompagner de A jusqu'à Z sur les projets. Donc j'ai des diapos, je vais venir un peu plus en détail. Là, c'était sur le volet animation, mobilisation des collaborateurs. Donc là, je vous ai mis quelques illustrations, mais en gros, on a un catalogue d'animations où on va retrouver des animations qui ne sont pas développées par nous. Il y a la classique fresque du climat, fresque de la mobilité. On a aussi les ateliers de l'adaptation. Et on a aussi beaucoup d'animations qu'on développe en propre, toujours sur un ton ludique, en se disant on apprend mieux en s'amusant. Et donc on a des formats aussi plus courts, parce que les fresques, c'est très intéressant, mais c'est des formats sur 3 heures, 3 heures et demie d'atelier, donc c'est parfois compliqué d'y participer, et en tout cas de mobiliser l'ensemble des collaborateurs. Donc on a des choses type, là le quiz du climat, c'est donc un quiz, il porte bien son nom, mais c'est plutôt sur un format 1 heure, et qui permet aussi de s'adresser à entre 20 et 100 personnes, alors que la fresque, on est sur un animateur pour 8, ou voire au mieux 16 personnes. Des petits chiffres qui sont intéressants aussi là d'une étude, c'est 71% des salariés affirment agir personnellement en faveur de la transition écologique au sein de leur entreprise et 68% veulent aller plus loin et être formés aux enjeux de la transition énergétique. Donc il y a quand même un vrai levier aussi sur ce volet mobilisation des salariés. Je passe maintenant donc à ce qu'on appelle le fonds chaleur de l'ADEME. Le fonds chaleur de l'ADEME, c'est un dispositif financier et aussi technique qui permet d'accompagner les projets de déploiement de l'énergie renouvelable thermique. Donc ça veut dire là, il n'y a pas tout ce qui est production d'électricité, mais tout ce qui concerne la production de chaleur ou d'eau chaude, donc tout ce qui est biomasse, bois énergie, le solaire thermique pour la production d'eau chaude ou de chauffage, les réseaux de chaleur alimentés par les énergies renouvelables, la récupération de chaleur fatale, donc ça c'est la chaleur qui peut être perdue notamment sur des procédés industriels ou quand on a des chambres froides, il y a de la chaleur qui se dégage, on peut la récupérer pour la réutiliser, et évidemment la géothermie. Il y a 2 niveaux d'aide dans le fonds chaleur, ce que l'ADEME appelle l'aide à la décision, c'est en gros le financement des études qui peuvent être financées là jusqu'à 80%. Études de faisabilité et puis ensuite études d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et puis, donc, le taux d'aide, il dépend de la taille de l'entreprise. Ça, c'est des règles européennes. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui, mais ça peut aller jusqu'à 80% pour les petites entreprises.
Et pour l'investissement, c'est pareil, le taux d'aide dépend et de la taille de l'entreprise et du type d'énergie qui est mobilisé. Il peut aller jusqu'à 75% du montant des travaux. Donc l'accompagnement en fait du fonds chaleur à l'échelle du pays de Rennes, on a un contrat avec l'ADEME où il y a une animation qui est portée par l'ALEC et qui permet un accompagnement en fait des entreprises de A jusqu'à Z du projet, c'est-à-dire que vous vous posez la question, j'aimerais bien aller sur des énergies renouvelables, mais alors quel type d'énergie, je ne sais pas trop, ou mes investisseurs sont pas forcément pour. Vous pouvez faire appel à nous pour réaliser une note d'opportunité qui sera là gratuite. On va se déplacer et on va vous fournir une note d'opportunité qui permettra d'avoir les grandes masses en termes d'investissement, d'économie et d'aide financière. Et ensuite, on vous accompagne sur le choix du bureau d'études pour réaliser les études, sur le suivi de chantier, etc. Et gros point positif aussi, c'est que c'est nous qui avons en charge le montage de dossiers de financement. C'est souvent pas des parties de plaisir de monter des dossiers de financement. Donc là, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui le fait pour vous. Et donc, je vous parlais de ce qui se passe donc, à l'échelle du pays de Rennes, parce qu'on a un contrat dit territorial Fonds Chaleur. Là, vous avez aussi la carte à l'échelle bretonne, avec tous les territoires concernés par un contrat territorial, où vous avez, comme je vous disais pour l'ALEC, une personne ou plusieurs personnes qui peuvent vous accompagner. Sur les zones non couvertes, il y a d'autres acteurs qui peuvent accompagner. Je n'ai pas les coordonnées ici, mais en gros, pour le bois énergie, il y a l'association AILE, donc vous pourrez venir vers moi si besoin après. Et pour le solaire, thermique et même photovoltaïque, il y a l'association Atlansun, qui est l'interprofession du solaire en Grand Ouest. Et une dernière petite diapo, c'est pour détailler un peu plus ce qu'on fait alors, conseil énergie pour les petites entreprises. Là, c'est un conseil qui est gratuit, c'est pris en charge. Et donc, c'est les entreprises du secteur tertiaire non soumises au décret, donc inférieures à moins de 1000 m², qu'on va pouvoir accompagner soit sur de l'information simple, c'est-à-dire j'ai un projet, je voudrais changer mon système de chauffage, est-ce qu'il y a des aides? Là, on va pouvoir lui répondre. Soit je ne sais pas trop, mais j'aimerais bien savoir ce qui pourrait être fait dans mon local. Et là, on se déplace, on fait un rapport qui vous permet de hiérarchiser aussi les actions à mettre en place. Avoir une première idée du coût et des aides éventuellement disponibles. Et je vais m'arrêter là. Je pense que je te passe la parole tout de suite. Voilà. Merci Fanny pour cette mise en contexte et puis sur toutes les choses que l'ALEC peut proposer. On va regarder aujourd'hui, maintenant, 5 thématiques que il nous semble indispensables pour vous accompagner dans votre transition énergétique. Alors la liste n'est pas exhaustive, mais voilà, c'est 5 thèmes qui, déjà, si vous voulez faire un premier pas dans cette transition, qui sont importants à regarder. Donc il y a effectivement ce qu'on pourrait appeler le conseil stratégique en énergie. Il y a étudier sa fourniture d'électricité, l'efficacité énergétique, aussi la production d'électricité avec de l'autoconsommation et également la mobilité. Donc je vais revenir en détail un peu sur tous les éléments. Conseil en énergie, qu'est-ce que c'est derrière? Nous, ce qui nous semble important pour une entreprise aujourd'hui, c'est de réaliser un audit énergétique pour savoir où est-ce que partent vos consommations, qu'est-ce que vous consommez, comment vous le consommez, est-ce que vos bâtiments sont bien adaptés à vos consommations. Donc effectivement, cet audit qui est réalisé par une société de conseil, effectivement, vous donnera un check-up complet de ce qui se passe dans votre entreprise au niveau de votre énergie. Et ça va vous donner des nouveaux comportements peut-être à mettre en place. C'est ce que disait tout à l'heure Fanny, effectivement, pour être dans la sobriété. Ça va peut-être aussi être des plans d'action de rénovation ou différentes choses par rapport à ça. Vous pouvez aussi réaliser un bilan carbone qui va vous permettre de vous donner une stratégie pour la décarbonation de votre entreprise. Ça va être des choses que vous allez d'ailleurs aussi pouvoir communiquer dessus auprès de vos parties prenantes, auprès de vos banques, auprès de vos clients, auprès de vos partenaires et de vos fournisseurs. Ça va peut-être vous permettre aussi de gagner un appel d'offres si vous avez réalisé un bilan carbone. Ça permettra d'être différenciant. On a aussi ce qui semble important pour nous à travailler, c'est tout ce qui est fourniture d'énergie. On l'a vu tout à l'heure sur les graphiques que Fanny montrait. Les courbes, elles ont beaucoup bougé en quelques années. Il y a eu des crises énergétiques, on a entendu parler avec l'Ukraine. On est revenu à un niveau peut-être proche d'il y a quelques années, mais on n'y est pas non plus. On a vu que ça avait beaucoup oscillé, que ça avait beaucoup bougé. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont eu quasiment 15% d'augmentation d'électricité en plus sur les quelques dernières années. Ce n'est pas lié à leur consommation, parce que du coup, on a le décret derrière qui nous oblige à plutôt diminuer nos consommations. Donc, c'est juste lié à l'augmentation des coûts.
Et donc ça, c'est des choses qu'il faut regarder. Et donc c'est important d'aller juste regarder juste son contrat d'électricité. Un contrat d'électricité, c'est un contrat qui a une durée entre 1 et 5 ans, qui doit être adapté à vos consommations, qui doit être adapté. Il ne faut pas prendre un abonnement qui est surdimensionné, il ne faut pas prendre un abonnement qui est sous-dimensionné aussi. Donc effectivement, il faut regarder un petit peu ces lignes-là. Il faut aussi vérifier si ce n'est pas intéressant d'avoir des heures creuses, des heures pleines et pouvoir adapter son mécanisme par rapport à ça. Et puis aussi, si vous êtes dans un souci de stratégie de décarbonation, allez regarder l'origine de votre électricité, savoir si elle vient effectivement d'ENR ou pas d'ENR, et si vous avez une énergie verte. Donc un contrat, voilà, ça s'anticipe et ça se regarde. Vous avez aussi effectivement, comme on l'a dit, tout ce qui est rénovation énergétique, donc votre audit énergétique qui va pouvoir vous donner des choses à faire. Et ça peut être de l'isolation de vos bâtiments, ça peut être un changement de pompe à chaleur, ça peut être un changement de groupe froid, ça peut être un changement de luminaire. Et effectivement, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des fonds chaleur comme l'ALEC, comme Fanny en parlait tout à l'heure. Voilà, il y a plein de subventions ou plein de subventions publiques qui peuvent vous aider. Il y a aussi des subventions qu'on pourrait dire plus d'ordre privé, comme les C2E, les certificats d'économie d'énergie, qui peuvent vous aider à financer vos projets. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut aller regarder, qui peuvent vous pousser et vous aider à financer vos projets et vous accompagner dans votre transition et dans la transition énergétique de votre entreprise. Après, on a effectivement le sujet de l'autoconsommation et la production de sa propre électricité. On en voit aujourd'hui pas mal sur les bâtiments ou même dans les champs. Donc il y a plusieurs méthodes. On va en sortir un peu 4 qu'on peut voir le plus fréquemment. L'installation de panneaux au sol. Vous avez une zone délaissée dans un coin de votre parcelle et effectivement vous installez des panneaux. Vous avez la possibilité de couvrir vos parkings d'ombrières. Ça va permettre de protéger les véhicules qui sont en dessous. Ça peut être des véhicules, ça peut être aussi une zone de stockage. Vous pourriez y avoir du matériel en dessous. Il y a aussi la possibilité de couvrir votre propre bâtiment. Les panneaux en toiture, comme on voit peut-être le plus couramment. Et aussi des choses qu'on voit de plus en plus dans les champs ou au bord des fermes, c'est les trackers. Alors le principe un peu du tournesol, c'est-à-dire que le tracker va suivre le soleil et effectivement va pouvoir, sur une surface peut-être plus petite, avoir plus de production d'électricité. Ces systèmes-là, effectivement, on ne peut pas tous les avoir, ils sont tous un peu différents, ils s'adapteront bien à vos besoins et aussi à vos contraintes. C'est-à-dire qu'il faudra, effectivement, le panneau en toiture, il faudra que votre bâtiment soit en capacité de supporter le solaire sur votre toiture. Donc effectivement, il faut faire une étude de charpente pour savoir si votre bâtiment peut accueillir ou pas des panneaux solaires. Par exemple, si vous les installez avec du panneau au sol ou alors du panneau en ombrière, il faudra réaliser peut-être une étude de sol pour vérifier pour au moins connaître si vous avez un coût de fondation qui sera important ou pas important, ce qui pourra changer aussi votre business model. Et voilà, le tracker, il y aura certaines zones, si vous êtes dans une zone trop ventée, le tracker sera peut-être pas forcément opportun aussi. Donc voilà, il y a des choses un petit peu à regarder. Donc il faut réaliser des études de sol, des études de charpente. Il faut contacter aussi votre assureur pour savoir s'il n'y a pas de contre-indication à installer des panneaux solaires sur votre toiture en fonction de l'activité que vous avez en dessous. Et aussi, il y a le côté urbanisme pour voir s'il y a la possibilité d'installer des panneaux là où vous êtes situé en fonction de vos emplacements. Et derrière, il faut contacter les installateurs. Effectivement, bien vérifier que votre installateur il a la bonne décennale qui va bien, il a la bonne certification qui va bien, qu'il est en capacité de pouvoir installer la puissance qu'il souhaite vous installer et qu'il a aussi essayé d'avoir un peu des références par rapport à cet installateur. Voilà. Donc effectivement, il ne faut pas hésiter à vous tourner auprès de personnes qui sont peut-être un peu plus neutres. Alors ça peut être des gens comme l'ALEC, ça peut être des gens comme des banques, comme le Crédit Agricole, voilà, où effectivement nous on a peut-être soit un réseau de partenaires, soit on connaît aussi certains acteurs et on peut vous orienter si besoin. Ce qui est important à savoir aussi, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette électricité qui peut être produite sur un toit. Il y a plusieurs valorisations qui sont possibles. Alors la méthode, on va dire un peu simple, c'est que vous produisez de l'électricité et vous revendez tout à EDF. Que ce soit en EDF obligation d'achat, donc sur un contrat de 20 ans, soit si vous êtes sur des grosses puissances avec des appels d'offres. Vous avez aussi la possibilité de vous produire l'électricité et vous autoconsommer la totalité de l'électricité que vous produisez. Et puis si vous avez besoin de plus d'électricité, vous allez l'acheter sur le réseau. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un toit ou une plateforme solaire qui est surdimensionnée par rapport à votre consommation. Et du coup, vous avez de l'autoconsommation et aussi de l'injection de surplus. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est en plus sera réinjecté dans le réseau. Donc là, vous pouvez le vendre aussi à EDF avec un prix qui est fixé. Et puis, aller récupérer en plus si vous avez besoin de plus d'électricité. Et il y a aussi une méthode qu'on voit de plus en plus en ce moment qui se développe, c'est l'autoconsommation collective. C'est-à-dire que vous produisez de l'électricité
et vous allez l'utiliser pour vous et aussi la revendre à côté à des tiers qui n'ont pas la possibilité d'installer des panneaux solaires sur leur zone, et vous pouvez leur revendre l'électricité. Alors il y a un peu de schéma juridique et un peu de choses à regarder, mais c'est des choses qu'on peut voir et qui peuvent être utiles sur des territoires. Je reviens juste un petit peu sur le principe de l'autoconsommation individuelle, juste pour vous redonner un petit peu des choses. Effectivement, vous avez votre production solaire qui commence le matin et qui peut se finir le soir sur une belle journée ensoleillée. Et voilà, vous avez la part en vert, c'est la part qui sera autoconsommée. La part en rouge, c'est la part de production. Donc effectivement, à un moment, on voit qu'il y a un petit delta. Donc vous avez moins de consommation que de production. Donc ça, c'est la partie qui sera revendue. Et puis de temps en temps, il n'y aura pas de soleil, donc pas de production solaire. Et là, effectivement, vous irez chercher de l'électricité sur le réseau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un projet solaire, c'est un projet qui a un temps plutôt long. Alors, il y a certains systèmes qui sont peut-être plus rapides que d'autres. On peut penser aux trackers, qui sont peut-être plus faciles à installer. Mais voilà, il faut quand même savoir qu'un projet solaire, c'est un temps plutôt long, avec des contraintes administratives, avec des contraintes de raccordement par rapport à Enedis. Des contraintes aussi derrière de faire valider certaines choses, comme des études de charpente, des études de sol. Et aussi avoir un financement bancaire. Voilà, donc c'est quelque chose qui ne va pas se faire en quelques mois. Donc si même aujourd'hui, vous avez signé un contrat, comme on le disait tout à l'heure, un contrat d'électricité, où vous vous dites, l'électricité, elle n'est pas chère, j'ai signé pour 5 ans, à pas cher, on ne sait pas ce que ça sera dans 5 ans. Si l'électricité sera peut-être revenue à un moment de crise. Donc c'est important de penser à son projet solaire et de se dire, ça va être une énergie, une électricité qui sera achetée, je sais à quel prix, je sais ce que je vais mettre, j'aurai mon financement qui sera fait sur une durée de 15 ans, et en plus j'aurai un contrat EDF-OA où je pourrai revendre mon électricité sur 20 ans. Donc voilà, c'est des choses où on sait, et on sécurise un peu notre business model, et on sait où on va. Ça permet d'avoir un peu moins de fluctuations sur cette charge. Parce qu'en plus, ce qui est important à savoir, c'est qu'on a parlé du décret tertiaire, on a parlé du décret BAX, il y a aussi des décrets sur la solarisation. Donc on le voit sur la solarisation de parking, où aujourd'hui il y a 30% des parkings neufs ou des bâtiments neufs qui doivent être solarisés. Demain, à partir de juillet 2026, ça sera 40% des parkings neufs ou des bâtiments neufs qui devront être solarisés. Et à partir de juillet 2028, ça sera solarisation de 50% des parkings existants, donc supérieur à 1500 m². Effectivement, il y a aussi plein de détails et plein de choses. Il faut aller dans le décret pour vraiment savoir si vous êtes éligible et qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais voilà, c'est un peu des grands ordres de grandeur qu'on voulait vous donner aussi aujourd'hui pour savoir qu'il y a des choses à anticiper, il y a des choses à faire, juste sur un point de vue réglementaire. Demain, vous allez avoir des obligations de solariser, des obligations de faire des choses. Donc, si on voit qu'un projet solaire, c'est à 18 mois de latence, entre guillemets, faut plutôt l'anticiper un peu en amont. Et après, on a aussi tout le fait économique qui peut jouer aussi là-dessus. Si tout le monde arrive en même temps à partir de juillet 2028, c'est peut-être plus intéressant d'avoir anticipé ce genre de choses. Et la dernière chose qui nous semble importante à regarder, c'est si on veut accompagner effectivement la mise en place des voitures électriques, il faut qu'il y ait des bornes de recharge. Donc ça, l'État a demandé, effectivement, a mis en place la loi LOM. C'est l'obligation d'installer une borne par tranche de 20 places sur un parking d'entreprise. Donc après, les bornes, il en existe plusieurs types. Il y a des bornes qui vont être à des recharges lentes, des recharges rapides, ou alors des superchargeurs. Et donc ça vous permet aussi, en fonction de vos coutumes, vos coutumes et de votre utilisation que vous pourrez avoir au sein de votre entreprise, d'installer ces bornes-là. Ça va permettre aussi à vos salariés peut-être de pouvoir avoir des voitures électriques si elles savent qu'elles peuvent se recharger au sein de votre entreprise. Ça va pouvoir aussi être des choses que vous pourriez proposer à vos clients qui passeraient sur votre parking. Donc là, peut-être plutôt adapté sur des superchargeurs si les gens viennent un quart d'heure ou une demi-heure. Et puis voir un petit peu, effectivement, ça permet d'électrifier aussi votre flotte de véhicules pour vos salariés et à la fois en véhicule d'entreprise ou en véhicule privé. Donc tout est possible. Donc ça, il faut regarder ce qui est plus adapté à votre entreprise et à vos besoins. Donc on en a fini pour la partie plus présentation. On a fait exprès de garder un petit peu de temps pour pouvoir répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à prendre la parole. On peut se déplacer avec le micro. Vous dire aussi que toutes les animations du salon seront disponibles en replay après le salon. Donc n'hésitez pas à aller les revisionner s'il y a des choses que vous voulez réentendre ou à partager tout simplement. Donc voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a pu présenter et plus globalement à un sujet transition énergétique des entreprises, on vous écoute. Oui.
Bonjour à tous, merci pour la présentation. Avec le contexte actuel là, de loi de programmation de finances, vous avez parlé de pas mal d'aides qui viennent de l'État. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Quelle projection vous faites, vous, à votre niveau? Là, il y a des choses qui ont été annoncées, clairement, sur la réduction des budgets. Après, l'ADEME a réussi à négocier comme une rehausse du budget sur la décarbonation de l'industrie. Le Fonds Chaleur, les budgets, ils sont votés depuis un moment aussi. Là, quand je vous parle, on est sur un contrat là, à l'échelle du pays de Rennes sur 4 ans. Donc on a un volume financier et de kilowattheures à développer qui est déjà acté, entre guillemets. Donc là-dessus, on a une certaine visibilité, on va dire, à l'échelle 4 ans, ce qui est faible. Après... moi, je peux pas aller au-delà de ça. Je ne sais pas si Audouard a plus d'infos. Mais... Après, il y a plusieurs choses. Effectivement, il y a ce qu'on pourrait avoir en subvention, qu'on pourrait dire publique, comme l'ADEME ou ce genre de choses. Et après, il y a d'autres choses qui sont derrière qu'on ne voit pas forcément. Mais rien que le fait de pouvoir se dire qu'aujourd'hui, vous installez une centrale solaire et vous pouvez vendre à EDF, avec EDF à l'obligation d'acheter l'électricité que vous produisez, ça, c'est déjà un peu une subvention publique par rapport à ça. Alors, ce sera peut-être le consommateur qui le paye derrière. Mais au moins, déjà, l'État pousse un petit peu à l'installation de panneaux solaires. Alors, on le voit, cette électricité qui est achetée par EDF, elle baisse depuis plusieurs années. Elle est plus au niveau qu'on pouvait avoir il y a 20 ans, où on se disait que quand on vendait l'électricité qui était produite par des panneaux solaires, ça finançait le bâtiment, le toit et l'installation solaire. Aujourd'hui, ça rachète juste l'électricité. Mais voilà, ça vous permet aussi de vous dire que ça décarbone. Donc, c'est des choses qui baissent. Ça baisse pas non plus à zéro. Il y a encore de l'aide par rapport à ça. EDF a aussi besoin d'acheter de l'électricité. Donc, même si le système de DFOA ne marche plus, donc l'EDF obligation d'achat, il y aura le système d'appel d'offres, comme on peut l'avoir sur des grosses installations aujourd'hui. Donc, il y a toujours la possibilité, mine de rien, d'avoir des choses, même si ce n'est pas subventionné, il y a toujours possibilité d'aller avoir de récupérer, entre guillemets, que c'est pas à fond perdu, au moins pour le solaire. Et après, il y a toutes les aides privées, des certificats d'économie d'énergie, où là, pour le coup, c'est plutôt voué à augmenter, puisque c'est les obligés, donc ceux qui polluent, Total Énergie, etc., qui ont une obligation de financer des économies d'énergie, en gros. Donc là, c'est un programme que je vais pas expliquer. Assez complexe. Voilà, c'est ce que je vais dire, assez complexe, mais pour le coup, sur pas mal de sujets, et ça va effectivement du remplacement de la chaudière à la mise en place d'un système de régulation, à plein d'autres sujets, il y a des fiches dites standardisées qui disent pour X kWh économisés, vous avez droit à tant d'aide. Sur le site de l'ADEME, effectivement, il y a toute une liste de choses qui sont éligibles à ce certificat d'économie d'énergie. Donc ça peut être changement de luminaire, je crois que c'était très bon il y a quelques années, mais il y a plus grand. Alors ça existe toujours, mais il y a plus beaucoup d'euros derrière. Il y a moins d'intérêt, parce que je pense que tout le monde aujourd'hui a changé leur luminaire aussi, donc effectivement il n'y a plus d'intérêt d'aller sur ce genre de choses. Voilà. Mais ce qu'on peut avoir à titre privé, ce que vous pouvez entendre souvent, c'est l'isolation des combles à 1 €, c'est des certificats d'économie d'énergie. En fait, c'est le mécanisme, il est derrière ça, c'est le même mécanisme. Ça peut donner un peu de la vulgarisation. Et juste pour conclure sur cette réponse-là, on va prendre d'autres questions après. On voit bien qu'effectivement, il y a des risques que l'aide publique soit plutôt amoindrie dans les années à venir. Mais donc la première chose à faire, c'est de réduire sa consommation, et c'est pas forcément avec des investissements derrière. Il y a des choses, c'est un peu du bon sens, des éco-gestes, etc. Et ça ne demande pas nécessairement des gros investissements derrière. Il y a toute la partie, Edouard en parlait aussi, de là où on n'est pas sur de l'économie d'énergie, mais vraiment financière, c'est d'avoir un abonnement d'électricité adapté à son usage, à sa consommation. Là, on a quelques euros, voire centaines d'euros à la clé en fonction du niveau de consommation. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas. On a encore 10 minutes et puis de toute façon on est disponible aussi si d'autres veulent échanger plutôt individuellement sur le salon. Donc Crédit Agricole, ils ont un stand à l'entrée, c'est ça. À l'entrée. Moi j'ai pas de stand, mais je pourrais rester un petit peu après la présentation. Sinon on est à votre disposition aussi ici, si vous voulez. Merci à vous. Merci à tous.